Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13 h sur Bismart et ce durant 1 heure. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou encore alternatifs. Et aujourd'hui, on s'intéressera à l'investissement dans les montres avec Pascal Paul, le CEO et fondateur de Chronos 360. Ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous intéresserons au fonctionnement des family office dédiés à la gestion de fortune familiale. Certains tendent de plus en plus à adopter un fonctionnement similaire à celui de CGP. Nous tenterons de décrypter leur fonctionnement avec Wilfried Deschanot, associé chez Witam Family Office, mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous recevrons en partenariat avec Club Patrimoine 3 experts de la gestion patrimoniale. Au programme l'investissement immobilier en Europe de l'Est. On restera également en immobilier avec un décryptage de l'investissement en SCPI en immobilier résidentiel avant de conclure avec une chronique sur les groupements forestiers et viticoles. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique où tous les mardis nous nous intéressons aux investissements passion, plaisir ou alternatifs. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les montres. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pascal Paul, le CEO et fondateur de Chronos 360. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir ce matin. Bienvenue sur ce plateau. On va parler d'investissement dans les montres avec vous pendant une dizaine de minutes. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle d'achat de montres, voire même de montres de luxe ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut parler d'investissement parce que la montre est devenue une classe d'actifs qui est reconnue aujourd'hui pour allier plaisir et rendement. C'est un produit, un objet qui était, on va dire, très apprécié par des passionnés initiés. Et depuis une dizaine d'années, avec l'évolution du digital, c'est devenu un produit plus accessible au grand public. Donc en l'occurrence, oui, je pense que c'est devenu un vrai produit de placement qui peut être regardé par tout le monde. Un vrai produit de placement, vous parlez même de classe d'actifs, ça veut dire qu'on a certains types de montres qui ont une valeur qui évolue et qui reste suffisamment stable dans le temps pour qu'on puisse envisager d'y placer son argent pour le coup. Exactement, il y a des modèles. Alors, vous savez, dans l'horlogerie, il y a plus d'une centaine de marques de luxe reconnues par la Fédération horlogère suisse. Par contre, il y a 3, 4, voire 5 marques qui font le marché sur la partie investissement, qui sont des marques que tout le monde connaît, comme Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Richard Mille et Omega. Et oui, donc il y a des produits qui ont une croissance stable dans le temps, facilement vérifiable sur des plateformes comme Chronos 360, où vous pouvez retrouver les prix sur la durée, et qui permet d'avoir une vision claire du rendement que ça peut apporter sur plusieurs années. Donc ça veut dire que si on parle d'investissement dans les montres, en fait, il faut aller vers les montres de luxe, mais très spécifiques comme Rolex ou autres qui ont pignon sur rue. Donc on est vraiment sur le secteur des montres de luxe. Et ensuite, après, on est plus dans un achat plaisir d'une montre qui perdrait pas forcément de valeur, mais qui n'est pas forcément considéré comme un investissement. C'est bien ça ? Exactement. C'est-à-dire, vous allez avoir, si vous avez une approche purement investissement, il faut cibler les 3-4 marques qui sont les plus dynamiques et qui rapportent le rendement le plus élevé possible et qui croissent très vite dans le temps. Donc c'est Rolex, c'est Patek Philippe, c'est Audemars Piguet et un petit peu Omega et Jaeger-LeCoultre et Cartier, où il y a des modèles un peu phares sur lesquels on peut investir. Après, ça reste avant tout un placement plaisir. Il faut s'intéresser un peu aux marques et puis aller aussi sur des marques qui collent un petit peu à son style, à ses passions, à la façon de vivre. C'est ça, reste un plaisir effectivement. Donc ça reste comme pour tous les investissements plaisir, on l'achète d'abord pour soi. Exactement. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre ? Alors parce que Rolex, en fait, tout le monde connaît effectivement, on sait que ça vaut cher, mais qu'est-ce qui fait concrètement la valeur d'une montre et qu'est-ce qui fait la valeur d'investissement d'une montre ? Alors je pense que le premier point, c'est la rareté. D'accord. Le premier point, c'est la rareté, puisque les marques qu'on a citées ont une stratégie de production, de contrôle de leur production. Il y a un certain volume produit par an, ils n'en produisent pas plus. Par exemple, Patek Philippe le CEO s'est engagé à ne pas produire plus de 55 000 pièces par an. D'accord. Tout modèle confondu. Tout modèle confondu. C'est un engagement fort de la marque. Audemars Piguet, pareil. Rolex produit par contre un peu plus. On produit entre 800 000 et 1 million de pièces par an. Mais il n'y a pas une production de masse
qui alimentent le marché. Donc du coup, il y a une forme de rareté, et cette forme de rareté va créer l'appétence et la désirabilité sur les produits et la croissance des prix. C'est uniquement la rareté ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme j'imagine, comme on peut imaginer une certaine technicité ou Bien sûr, une certaine, bien sûr. voire même un artisanat spécifique? Oui, il y a évidemment. Alors, ce qui est bien avec l'horlogerie, c'est que on est dans des produits séculaires qui existent. Les marques, la plupart des marques dont je vous ai citées sont des marques qui ont entre 100 et 250 ans. D'accord. Donc, c'est pas un phénomène de mode. Donc derrière, il y a des brevets, il y a une technologie horlogère sur les mouvements, les complications, qui font que c'est pas juste un boîtier, c'est pas des montres à quartz, quoi. Vous voyez. Donc en l'occurrence, cette technicité crée aussi la valeur du produit en plus de la rareté. Mais évidemment, si le marché était alimenté, si demain Rolex se mettait à faire 10 millions de montres par an, il est évident que la valeur, ça vaudrait pas plus cher que le prix en boutique. Il y aurait une forme de stabilité ou de baisse des prix. Et alors, toujours une question sur la valeur des montres. Vous nous disiez que cette valeur peut évoluer dans le temps. Qu'est-ce qui fait que tel modèle va avoir sa cote grimper et tel autre modèle un petit peu moins? Alors, je pense qu'il y a certains modèles qui attirent beaucoup le public et les investisseurs, parfois plus que d'autres. Alors parfois, il y a une forme d'incohérence. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez chez Rolex, par exemple, les montres en acier valent beaucoup plus cher que les montres en or. D'accord. Ce qui est déjà en soi une incohérence, puisque vous avez un produit. On dirait normalement ça coûte plus cher de faire une montre en or. Voilà, souvent les gens sont surpris quand ils arrivent sur ce marché, c'est que ils regardent les montres en or et ils se rendent compte que en réalité, une montre en acier avec un bracelet cuir, comme une Daytona Paul Newman des années 60, ça peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, alors que c'est pas des métaux précieux, quoi. Donc il y a une forme de demande très forte sur certains modèles parce qu'il y a une histoire. Les montres sont aussi beaucoup liées à l'histoire, notamment automobile. Quand vous prenez des modèles comme les Daytona, qui ont été portés par des acteurs comme Paul Newman, ou bien la Monaco avec Steve McQueen. Donc il y a un relais comme ça, ou bien Omega avec James Bond. Il y a un relais comme ça de création d'émotions par des acteurs. Même si c'est pas la montre qui a été portée par la personne en question, mais c'est juste le modèle. Le modèle et fait donc, du coup, ça fait prendre de la valeur. Ça fait prendre de la valeur. Demain, si vous avez dans un film, vous avez Bruce Willis qui porte au poignet un certain modèle, tout d'un coup, ce modèle va être un peu plus recherché et donc il y aura un effet prix. Mais alors, pour bien comprendre, la Daytona portée par Paul Newman, par exemple, donc j'imagine qu'effectivement, si aujourd'hui on a une Daytona d'époque, la valeur a pris énormément de potentiel, évidemment, mais aujourd'hui, on peut acheter neuve une montre du même modèle, par exemple? Alors, c'est des modèles qui sont arrêtés de production. D'accord, donc il y a aussi cet effet rareté sur le fait qu'on arrête à un moment la production. Exactement. Alors après, vous prenez la Daytona. Aujourd'hui, la Daytona, c'est un modèle qui est toujours produit par Rolex. Après, il y a des nouvelles références qui sont en catalogue. Par contre, plus quand vous remontez dans le temps, tous les modèles qui ont été arrêtés deviennent du coup collector, bien sûr, et donc n'existe que sur le marché de la seconde main, sur des plateformes comme Chronos, et du coup il y a un certain public qui va chercher ces pièces pour le côté unique que ça peut avoir d'avoir ce type de produit au poignet. Et là on comprend effectivement le fait que la cote puisse monter puisqu'il n'y a plus de modèles en la rareté circulation. dont je disais tout à l'heure. Si on veut faire un investissement, on parle d'investissement, si on veut faire un investissement dans les montres, combien il faut mettre au départ et est-ce qu'on peut la porter cette montre après? Déjà, pour répondre à la première question, je pense qu'il faut y aller par rapport à son budget. D'accord. C'est ce que je dis toujours. Il faut regarder son portefeuille et se dire j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de placer un peu d'argent sur ce produit, mais je vais y aller par rapport à mon budget. Et puis le deuxième point, c'est aussi de se faire conseiller par des professionnels comme des plateformes comme nous, comme Chronos, où là vous avez des gens en face qui vont plutôt vous diriger sur les endroits, sur les marques sur lesquelles il faut investir. Donc il y a une notion de budget. Nous on a des jeunes qui arrivent, qui investissent avec des budgets de 2, 3, 4 000 euros. D'accord. On les dirige sur soit des pièces pré-collector qui sont encore en catalogue et qui vont bientôt être arrêtées. Comme des Tag Heuer, des Jaeger LeCoultre, enfin il y a pas des Omega par exemple. La Spin Master est un très bon investissement parce que c'est la montre qui a été portée sur la Lune. D'accord. Une vraie histoire et elle est encore produite, donc les modèles récents valent entre 3, 4, 5 000 euros et c'est des modèles quand elles sont arrêtées, elles prennent de la valeur, donc c'est le genre de pièces où on peut y aller. D'accord. Et donc en fait le fait que le modèle soit arrêté, c'est l'assurance que ça prenne automatiquement de la valeur? Complètement. Ça marche dans tous les cas? Ça marche dans tous les cas. Alors après, suivant les marques, la croissance est plus ou moins forte. D'accord. Quand une Rolex s'arrête, ça prend tout de suite 30-40%. Bien sûr. Si c'est une Cartier, ça va peut-être prendre 5-6%. Si c'est une Omega, peut-être 10%. Donc oui, suivant la désirabilité de la marque,
il va y avoir une croissance par rapport à l'arrêt des modèles. Donc 3-4 000 euros, ça peut aller jusqu'à combien? J'ai des investisseurs chez nous, des gens qui investissent 80, 100, 120 000 euros, voire plus, par rapport à leur budget évidemment. Et là, du coup, ils vont sur des pièces plus iconiques comme des Patek Philippe Nautilus, de marques Piguet Royal Oak ou encore des Daytona ou des Rolex Day-Date, des choses comme ça. Et Chronos 360, c'est une plateforme en ligne pour le coup. Vous avez des investisseurs qui vous achètent une montre 100 000 euros en ligne par exemple? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chronos, nous, on est une plateforme, on redonne une seconde vie au monde de seconde main, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on va aider la personne ou les vendeurs qui souhaitent se séparer de leur montre. On va les aider de vendre dans des conditions sécurisées à des acheteurs qui, eux, vont passer par nous parce qu'on certifie l'authenticité de la montre. Donc, on est une plateforme digitale, purement digitale, mondiale. Voilà, puisque le site est traduit en 5 langues. On a une grosse clientèle européenne. Donc, oui, on a des gens qui achètent pour des montants élevés sur le site, qui se font livrer en passant par un leader, avec l'assurance de pouvoir se rétracter si besoin et de retourner le produit et d'être remboursé. Donc oui, on a des gens qui achètent des gros montants. Par contre, on a un showroom physique, avenue Matignon. C'est ça, on a quand même besoin de voir un peu la montre quand on veut. Exactement. Donc on a des acheteurs, par exemple, qui sont dans des grandes villes de province, qui achètent, qui réservent en ligne et qui viennent au showroom faire le click and collect, faire une mise à taille et repartir avec leurs produits et vivre l'expérience physique que ça peut apporter. Vous nous disiez que vous étiez présent pas seulement en France, mais dans le monde entier, donc principalement en Europe. Vous constatez que l'investissement dans les montres, il y a certains pays où c'est plus développé que d'autres Oui, clairement. En Europe, vous avez 4 marchés qui sont très dynamiques. Donc il y a le marché français, évidemment, mais vous avez le marché allemand, vous avez les Italiens, et le marché UK au Royaume-Uni, qui sont les 4 marchés qui représentent plus de 50% du marché européen de la montre. Après, vous avez le marché américain qui est extrêmement dynamique. Après, il y a des taxes à l'entrée qui font que les ventes entre zones sont un peu plus compliquées. Mais oui, le marché est très très fort. Et puis surtout le marché asiatique, à Hong Kong, à Singapour et au Japon, on vend aussi dans ces pays-là. Et alors pour finir, Pascal Paul, très rapidement, une question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est peut-on porter la montre dans laquelle on investit? Bien sûr qu'on peut apporter. Elle ne perd pas de la valeur si on la porte? Non, pas du tout, parce que vous savez, une montre, elle a besoin d'être portée pour vivre. C'est de la mécanique. Si vous mettez une montre pendant 10 ans dans un coffre, vous la portez pas, le mouvement risque de perdre un peu en qualité. Donc oui, il faut la porter. Après, il y a des gens qui font purement un investissement et qui gardent les montres dans un coffre avec un remontoir qui l'entretient. Et là, on est dans une logique vraiment de placement. Mais la plupart des gens qui investissent sortent leur montre pour des occasions un peu particulières, des mariages, des soirées. Ils ont une montre du quotidien et la montre des grands soirs pour le coup. Exactement. Merci beaucoup Pascal Paul de nous avoir détaillé un petit peu ce que veut dire investir dans les montres. Je rappelle que vous êtes Merci, je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Chronos 360. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre durant une quinzaine de minutes ce qu'est qu'un family office et quel est son fonctionnement. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir 2 experts de la question en plateau. Wilfried Deschanot, associé chez Witam Family Office. Bonjour Wilfried Deschanot. Voilà. Mais aussi Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Bonjour Anthony Calci. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. On va commencer donc avec vous Wilfried Deschanot. On va tenter de comprendre ensemble ce que c'est qu'un family office. Première question de définition, tout simplement. Qu'est-ce qu'un family office, Wilfried Deschanot? Peut-être quelques chiffres pour comprendre un petit peu. Alors, l'historique, d'abord, c'est, d'après ce qu'on sait, ça a été créé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. D'accord. Les premiers véhicules par Rockefeller et d'autres grandes familles comme ça américaines. Donc ça, c'était des single family office. On reviendra après sur la définition, la différence entre single et multi. D'accord. En France, ça a plutôt une vingtaine d'années. Il y a des acteurs qui ont créé leur structure il y a 20 ans et c'est en train de beaucoup se développer depuis essentiellement une quinzaine d'années. Et alors, donc ça c'est pour l'historique, mais alors qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça a été créé au 19e siècle, ça répondait à quel besoin à ce moment-là? Donc en fait, c'est pour s'occuper du patrimoine de grandes fortunes. D'accord. Donc un single family office, ça va être un groupe de personnes qualifiées chacun sur leur métier qui va aider une famille. D'accord. Donc, je vais vous donner des chiffres, mais encore une fois, il y aura toujours des exceptions. C'est pour juste cadrer le débat.
Un single family office, il faut avoir plusieurs centaines de millions d'euros pour justifier d'avoir un single, donc une équipe dédiée à soi. D'avoir en fait une entreprise dédiée à la gestion de sa fortune. De son propre patrimoine. De son propre patrimoine, d'accord. Et donc maintenant, on a des multi-family office qui sont des structures identiques, mais qui vont s'occuper de plusieurs familles. D'accord. Et donc là... Donc là, on va mutualiser en fait les fortunes familiales, c'est ça ? Exactement, pour arriver à une taille significative qui aidera tout le monde. Et on parle là de dizaines de millions d'euros. D'accord. Voilà. Dizaines de millions d'euros par famille pour arriver du coup à peu près au même montant de gestion par le Family Office ? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Voilà. Okay. Anthony Calci, du coup, là, on a eu quelques éléments de définition sur le Family Office. Quand vous avez des clients en face de vous, c'est ce que vous leur expliquez également ? Oui, si un client me pose la question, je vais lui dire que le Family Office a la possibilité, la famille, d'acheter un cabinet de gestion de patrimoine. D'accord, carrément. Ah oui, vous le vendez comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si une famille a plusieurs centaines de millions d'euros, il a potentiellement la possibilité de m'acheter. D'accord. Et de dire, Anthony, tu bosses pour moi et pas pour les autres. Donc, il y a des grandes familles qui sont connues. Hein. Par exemple, un grand Family Office de Jean-Michel Aulas. S'il pose, entre guillemets, 300, 400 millions d'euros, il peut acheter des très bons cabinets de gestion de patrimoine et l'avoir que pour lui tout seul. Donc, il ne fait pas ça. Hein. Il va s'entourer des meilleurs experts financiers, juridiques, d'ingénierie patrimoniale pour les intégrer. D'accord. Il va créer son propre fonds, avoir ses propres experts salariés. Mais ça veut dire que, en fait, on a toutes les expertises d'un cabinet de gestion de patrimoine, mais dédiées à la gestion de son seul patrimoine, pour le coup. Exactement. Alors, il y a des formats intégrés où c'est vraiment une société qui est détenue à 100% par la famille et à l'intérieur des salariés, et un format un peu intermédiaire où c'est des honoraires, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un client, très, très peu de clients, où la famille va payer, mais ça revient au même. Quand on est au multi-family office, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à un cabinet de gestion de patrimoine. Peut-être que le positionnement du multi-family office va être un peu plus haut de gamme, un peu plus mature, mais dans les faits, ça va ressembler à un cabinet de gestion de patrimoine qui va avoir des clients de 1 à 50 millions. C'est ça, parce que quand on est sur un single family office, en fait, on va jusqu'à salarier finalement les personnes, et donc l'entreprise, la famille dirige l'entreprise, alors que quand on est sur un multi-family office, en fait, on a, mettons, une dizaine de clients, par exemple, c'est ça, et on est dédié à leur gestion. Oui, plus que généralement, multi-family office, 10 familles, ça ressemble quand même à un family office, bon, mais oui, on va dire jusqu'à 10, c'est un vrai multi-family office, selon moi. Ça ressemble à un single family office, mais pour moi, la définition, vraiment la séparation, c'est que la famille est capable d'avoir son propre cabinet de gestion de patrimoine, vu sa taille. Alors, on reviendra avec vous, Anthony Calci, sur le choix ou non d'un family office quand vous avez des grandes fortunes en face de vous. Avant ça, j'aimerais bien revenir avec vous, Wilfried Deschanneau, sur les expertises. Parce que donc, Witam est un family office. Vous êtes du coup un multi-family office pour le coup ? On est multi-casquette. Multi-casquette, d'accord. Donc, on a une activité de multi-family office, mais on est également sur le marché CGP, CGP+. D'accord. CGP haut de gamme. Et alors, sur la partie... Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes un cabinet de CGP, mais vous mettez à disposition vos expertises à certaines familles. Exactement. Comment ça fonctionne ? Parce qu'on imagine que quand on est une grosse fortune et qu'on nous a vendu un fonctionnement family office, on attend un service dédié, pour le coup, et dédié en temps, mais aussi dédié en fonction de mes enjeux familiaux. C'est du sur-mesure. D'accord. Écoutez, en fait, c'est des choix stratégiques. C'est-à-dire que nous, en interne, on a toutes les briques qui permettent d'offrir un service de multifamily office. D'accord. Il y a quelques petites différences quand même entre un CGP, un banquier privé, on pourrait y revenir si vous voulez, et un multifamily office. Mais donc, on va dire que les piliers des services de multifamily office, ça va être... et donc là, on va se rejoindre, c'est tout ce qui est investissement. Diversification du patrimoine, et donc ça va être de l'immobilier, du private equity, du côté.
On peut aller aussi sur du crypto, on l'a évoqué tout à l'heure, crypto, Ouais, ça, c'est quelque chose à la qui revient mode, souvent. des SPAC, enfin, on peut tout faire, il faut diversifier. D'accord. Crypto, ça revient de plus en plus à la mode, et Anthony est beaucoup plus Enfin, ça calé revient. que moi. Ça vient à la mode. Ça vient à la mode. Ça revient de... Exactement. C'est ça. Mais donc oui, ça les titille, et donc ils ont besoin d'un accompagnement, parce D'accord. qu'il dit, si un client vient vous voir en disant tiens je veux faire ça, et ben nous il faut qu'en amont on ait préparé les bons produits, qu'on ait sélectionné les choses qui vont être adaptées aux clients, et les plus safe possibles. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de différence fondamentale avec un cabinet en gestion de patrimoine. Sur cette partie-là, non. Ensuite, on va avoir une partie reporting qui est assez importante, où en fait, comme on est l'homme de confiance de la famille, et c'est là où on n'est pas du tout en conflit direct avec les gérants privés, ces grandes familles vont avoir plusieurs comptes bancaires. D'accord. Et donc, nous, on va consolider toutes ces informations et on va lui faire un full package, un reporting pour leur faciliter leur vision globale du patrimoine. D'accord, ok. On a tout ce qui est succession, transmission qui est très important. Ah oui, j'imagine que quand on s'adresse à une famille, du coup, on doit prendre en compte ces enjeux-là. Non pas qu'un cabinet en gestion de patrimoine ne le prenne pas forcément en compte, mais là, on rentre quand même, quand on est family office, un peu plus dans l'intimité de la famille et dans les projets de la famille. Il y a une partie très psychologique dans cette approche. Il faut être très proche de ses clients. Enfin, il faut l'être dans tous les métiers qu'on vient d'évoquer, mais on rentre vraiment dans l'intimité de la famille. Donc transmission, on peut aussi faire de l'accompagnement, de la formation pour les plus jeunes générations de la famille. Il y a aussi, dans tout ce que je dis, il y a aussi deux choses à mettre en évidence. C'est vous avez deux types de clientèle maintenant de family office. Vous aviez un petit peu les vieilles familles, les anciennes familles, les grandes familles historiques qui ne vont pas avoir les mêmes demandes que les nouveaux les nouvelles familles, riches, qui eux sont des start-upers qui ont cash-outé, qui ont 40 millions, 50 millions, 100 millions, et qui ont 40 ans, et qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et qui eux, n'ont pas les mêmes problématiques qu'une personne qui a 70 ans, qui est à la retraite. Et voilà. Bien sûr. Donc ça, il faut s'adapter, ce qui a créé des nouveaux acteurs sur le métier du multi-family office. Voilà. Juste pour finir sur les services, on a des services qu'on appelle un peu chez nous des private services, qui sont des services à la famille, qui vont être de la gestion des employés, des factures, s'il y a des sociétés, on gère les SCI. Oui, c'est ça, donc on rentre vraiment dans l'intégralité de la gestion de la famille, finalement. On fait tout. Mais quand vous dites des employés, par exemple, des hommes ou femmes de ménage qui viendraient travailler ou autres pour... Petite partie. C'est une petite partie, mais ça mais encore une fois, c'est stratégique. Nous, on estime que ça fidélise le client. D'autres personnes ne vont pas le faire parce qu'ils disent, c'est pas mon métier, on va plutôt se focus sur l'investissement financier. Nous, on estime qu'on veut faire du 360 degrés. Anthony Calci, c'est vrai que la barrière est ténue pour celui qui ne connaît pas entre le cabinet en gestion de patrimoine et le family office. Alors quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous pose la question, vous dites grosso modo vous pouvez acheter votre propre cabinet en gestion de patrimoine. Est-ce qu'il y a des stratégies patrimoniales différentes qui viendraient justifier d'aller vers un family office ou plutôt vers un cabinet en gestion de patrimoine? Oui, je pense que ça a été bien expliqué. Quand il y a un historique avec la famille, il y a une complexité, il y a un patrimoine sur plusieurs générations, on a besoin d'aller un peu plus loin sur le 360. Donc, le notaire de famille ira avec le multi-family office, l'avocat aussi, et peut-être des services annexes auxquels on ne pense pas. D'accord. Et du coup, oui, là, on peut dire qu'il y a une différence où sur le cabinet de gestion de patrimoine, où la taille de patrimoine est plus petite ou alors très récente. Du coup, on va juste, entre guillemets, faire de la stratégie d'investissement, une optimisation de succession, de fiscalité, mais relativement directe. Bien sûr. Alors que dans la famille, il y a vraiment du transverse et du générationnel. Donc, voilà, je dirais qu'il y a quand même cette nuance-là. Après, il y a aussi... Je rejoins aussi le fait qu'il y a une différence entre cabinet de gestion de patrimoine et un family office. Pour moi, c'est la version avec honoraire. D'accord. C'est-à-dire que quand le client arrive à une certaine taille, pas Jean-Michel Aulas avec plusieurs centaines de millions d'euros, mais pas non plus juste 10 millions d'euros. Il y a des moments où les tickets minimum investis sont à partir de 1 million d'euros à chaque fois. Ça ne... si on mettait des commissions dessus, ça coûterait beaucoup trop cher
aux clients. D'y aller investissement par investissement. Exactement. Dans ce cas, il vaut mieux avoir une gestion, entre guillemets, un abonnement à son family office ou à son cabinet en gestion de patrimoine. Exactement. Et à ce moment-là, on peut faire souscrire aux clients les parts institutionnelles. D'accord. Des sociétés de gestion, avoir des frais les plus bas possibles et uniquement être payé, enfin uniquement, souvent c'est hybride, parce que l'organisation n'est pas faite aujourd'hui dans le métier pour être 100% honoraire, enfin c'est difficile, mais vraiment avoir quelque chose d'hybride avec beaucoup d'honoraires pour réduire un forfait les commissions. Et ça, effectivement, on va dire qu'à partir de 50 millions d'euros jusqu'à peut-être 100, 200 millions d'euros, on peut avoir un cabinet de gestion de patrimoine ou multifamily office peut avoir des clients de ce niveau-là. Je reviens, je suis tout à fait d'accord avec l'approche tarifaire. C'est un vrai sujet dans nos métiers. Certaines personnes estiment qu'un multifamily office doit être en pur honoraire pour éviter des conflits par rapport aux produits, à la rémunération des produits. Bien sûr, oui. Et c'est une stratégie et il n'y a aucun sujet là-dessus. Maintenant, moi, j'ai été confronté depuis quelques années à des nouveaux clients qui demandent cette liberté de tarification entre les honoraires et les commissions. D'accord. Et moi, je trouve ça très, très bien. Et qu'est-ce qui viendrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, ils veuillent des commissions, là où hier, on était plus historiquement sur des honoraires, si je vous ai bien compris, puisque finalement, in fine, ils payeront le même prix. C'est juste que ce ne sera pas packagé de la même manière. Non, ça peut être des produits d'appel, ça peut être des gens qui estiment qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à payer un gros forfait. C'est psychologique. Et puis ils disent, non mais je veux voir ce que tu m'apportes. Donc ils viennent me voir, ils me disent, tiens, on va prendre une partie honoraire. Voilà, tout le monde est content. Parce que je comprends que vous travaillez pour moi. Donc, voilà, effectivement. donc voyons ce que tu m'apportes. Et en parallèle, quand tu vas me faire des produits un peu plus atypiques, private equity, immobilier, etc., on peut partir sur une commission. Et voilà. Et puis à la fin de l'année, on voit ce qui s'est passé. On fait d'accord. Donc en fait, c'est une sorte de test finalement. C'est fais-moi gagner de l'argent et tu prendras une commission sur l'argent que tu m'as fait gagner. Partie méritocratie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très. Vous êtes en face d'un prospect. Il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter et trouver les bonnes façons de faire. Vous avez parlé de crypto-monnaie, Wilfried Deschanot. Est-ce que quand on parle family office, on comprend gestion globale de la fortune familiale et donc avec succession, transmission. Donc d'emblée, on pourrait se dire gestion prudente, gestion sur le long terme. Est-ce que c'est forcément le cas ? Alors, c'est pas forcément le cas parce qu'encore une fois, c'est comme je l'ai dit sur les montants. Il n'y a que des exceptions. D'accord, ok. En fait, il y a autant de façons de faire que de multifamily office qui sont liées à l'ADN des premiers clients et des fondateurs des multifamily office. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a aussi dans les CGP, chacun a son ADN, chacun a sa stratégie, son marketing, etc. Et c'est très bien. Il faut avoir un vrai feeling avec les personnes, nos interlocuteurs, entre le multifamily office et les familles. C'est clé, la confiance. Ensuite, c'est des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent. Donc, encore une fois, hors exception, ils viennent vous voir pour pérenniser cet argent. C'est la première fonction. C'est pas de faire x4. D'accord, oui, bien sûr. C'est de conserver tout ce qu'ils ont acquis, tout le fruit de leur travail sur les dernières années. Donc, plutôt diversification. Et ce qui ne veut pas dire qu'on peut mettre un petit peu d'argent sur des cryptos. Sur des actifs un peu plus risqués au cas où. Non mais voilà, et raisonnablement. Donc, nous, on a une expertise aussi sur l'art. Donc, il y a des tableaux, il y a du vin, il y a des actifs passion aussi. Anthony Calci, pour conclure, il y a des moments où vous conseillez à des clients d'aller vers tel ou tel family office, toujours, j'imagine, en lien avec vous, et des moments où... Alors, ce qui se fait, parce que nous, on a un cabinet plutôt jeune, on va dire, donc la clientèle est plutôt justement des start-upers, des chefs d'entreprise, plus que des grandes familles de plusieurs générations. Ce qui est assez hybride, c'est le cabinet de gestion de patrimoine comme le nôtre, qui s'associe, qui est un partenaire avec une grande banque privée, une banque de gestion de fortune. D'accord. Donc là, on va amener le client qui a un grand nombre de millions d'euros, mais qui a envie d'avoir un compte bancaire, une enseigne, une moquette plus épaisse que la nôtre, et aller dans une banque de gestion de fortune. Et à ce moment-là, on travaille à deux. Ce que disait très bien Wilfried, c'est que c'est de la confiance. Et le client achète d'abord le conseiller.
Et donc oui, il y a de la rationalisation sur les frais, sur le montant, etc. Mais ceux qui nous font confiance, ils font d'abord confiance aux conseillers avant la structure et l'organisation. Et voilà. On ne s'était pas encore rencontrés, c'est pour ça ensuite on va pouvoir... C'est ça, il n'y a pas de partenariat annoncé encore, mais peut-être, qui sait, dans quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas Wilfried Deschanneau, associé chez Witam Family Office. Merci Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Voilà, on espère vous avoir donné toutes les clés pour comprendre le fonctionnement d'un Family Office. On espère vous avoir fait un petit peu rêver aussi avec les montants évoqués. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons parler immobilier. Faut-il investir dans l'Europe de l'Est? On en parle avec Mansour Khalifé, fondateur de MNK Partners dans un instant. Et ensuite, dans le Club Action, nous resterons dans la thématique immobilière. Nous recevrons Bernard Cadot, membre du conseil consultatif de V Patrimoine. On se posera la question avec lui de l'investissement en immobilier résidentiel via les SCPI. On parle beaucoup de groupements forestiers. Alors, quel est leur intérêt pour l'épargnant? On en parle avec Vincent Danis, président de Savignane, et c'est dans le Club Expert en toute fin d'émission. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Faut-il investir dans l'Europe de l'Est? On en parle avec un spécialiste, Mansour Khalifé, le fondateur de MNK Partners. Bonjour Mansour. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes un expert de l'immobilier, vous êtes connu et reconnu comme acteur pan-européen. Vous gérez des fonds immobiliers en France et en Europe, bien entendu. En 2019, vous étiez les premiers à apporter cette thématique de l'investissement justement sur l'Europe de l'Est, il me semble. Oui, effectivement, chez MNK, nous connaissons les marchés immobiliers européens. On y a fait globalement notre thématique de gestion depuis des années. Et pourquoi l'Europe de l'Est? Tout simplement parce que c'est l'endroit en Europe aujourd'hui où on peut coupler rendement et appréciation de capital sur le long terme. Donc, juste un élément de conceptualisation. Alors, l'Europe de l'Est est très large. C'est ce qu'on appelle les pays d'Europe centrale et orientale. Bon, c'est globalement une vingtaine de pays. Il y a une dizaine, c'est l'ancien bloc de l'Est, qu'on ne connaît pas, globalement qu'on ne travaille pas. Et ce qui nous intéresse, c'est ces 10 pays qui font partie de l'Union européenne depuis 2004-2007 et qui sont principalement tirés par 4 pays, on va dire 3 grands pays et un marginalement. Ouais. La Pologne, avant tout, la Hongrie, la République tchèque et de manière, je veux dire, assez marginale, les pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc c'est ces pays qui nous intéressent et c'est ces pays aujourd'hui qui offrent des fondamentaux économiques très importants, démographiques aussi, et un marché d'immobilier qui commence à s'ouvrir. Alors à s'ouvrir en attirant des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs locaux, et ce qui crée une certaine liquidité. Et c'est cette liquidité qu'on va aller chercher en allant chercher un rendement et une appréciation du capital. D'accord. Donc vous allez investir comment? Il faut investir sous quelle forme? Alors, il faut investir tout simplement, pour investir et comprendre ces marchés, il faut avant tout y être présent. C'est ce qu'on a fait chez MNK. Donc, vous avez un bureau à Varsovie? On a un bureau à Varsovie avec une équipe de Polonais qui connaissent très très bien la région, qui ont travaillé et gagné en compétences dans la compréhension et l'évolution de ces marchés. Et effectivement, on se capitalise énormément sur cette équipe qui fait partie intégrante de MNK Partners et qui nous permet de chercher, de comprendre avant tout les meilleurs cycles sur ces marchés. Donc, c'est quoi les meilleurs cycles sur ces marchés? C'est principalement la logistique, avant tout. Donc, le grand perdant de la crise 2008 se retrouve finalement le grand gagnant de la pandémie. Et pas qu'en Europe de l'Est, mais bon, pourquoi pas aussi en Europe de l'Est. Pas qu'en Europe de l'Est, mais ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que les taux de rendement, ce qu'on appelle les cap rates, donc c'est les taux de rendement à l'acquisition, se compressent énormément par l'afflux de liquidités. Il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande. Il y a tellement de demandes sur ces classes d'actifs que finalement, on avoisine les 4,5% en République tchèque sur la logistique. Bon, on serait quasiment à 2,60
en France ou en Allemagne. Et on voit qu'il y a une compression des taux très très importante. Tous les investisseurs en veulent. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de e-commerce, ou le commerce se développe plus dans ces régions-là, ou parce que c'est une zone de transition pour amener ce soit vers la Russie ou vers l'Europe ? Alors, il y a un peu tout là-dessus. Déjà, il y a une situation géographique qui est très importante sur ces pays qu'on a cités, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. C'est la porte d'entrée sur l'Est, l'extrême Est, on va dire l'Est de l'Europe, la Russie, effectivement, la Biélorussie, l'Ukraine, mais c'est aussi une porte d'entrée sur l'Ouest. Donc c'est pour ça que c'est un passage très important et qui a développé, qui a vu dans tous les cas naître des nœuds logistiques, comme Lodz par exemple en Pologne. Et ce qui s'est passé, c'est que l'essor de l'e-commerce, il se développe de plus en plus dans cette partie de l'Europe, mais l'implantation aussi de Amazon, qui a implanté sa plateforme européenne en Pologne, fait qu'effectivement, il y a un besoin de créer des actifs ce que j'appelle les industrials, donc les logistiques, mais pas que, et on voit naître de plus en plus la logistique du last mile, donc du dernier kilomètre, qui va permettre de rapprocher finalement des centres. Donc il y a ça, mais il y a aussi la demande. La demande est très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a le rendement, ce qu'on disait. Il y a encore moins de 10 ans, on achetait la logistique à 7%. Donc finalement, ceux qui ont acheté il y a 10 ans sont très contents parce qu'ils ont vu les prix monter et effectivement le rendement arriver. Et c'est ce qui crée globalement une compression des taux. Et bien entendu, il y a un effet moutonnier sur les marchés immobiliers. Dès que ça marche, tout le monde y va. Et dès que tout le monde y va, finalement, ça crée des bulles qui sont des bulles. Alors, pas que spéculatives, finalement, parce qu'il y a des fondamentaux économiques qui sont très, très forts dans ces endroits. Donc, il y a la logistique, mais il y a aussi les retail parks. Les retail parks qui sont aujourd'hui une classe d'actifs à part entière sur l'Europe centrale. Alors, pourquoi ? Parce que les populations sont de plus en plus... Je veux dire, ça, on en pas mal de des populations retail parks, justement, en Pologne. On en trouve de plus en plus. Ça reste néanmoins assez cadré, assez encadré. Les permis sur les retail parks ne sont pas donnés à volonté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, d'un point de vue purement investissement, c'est la compression du taux. Alors, ça veut dire quoi, une compression du taux ? C'est tout simplement l'augmentation du prix. Quand vous regardez en République tchèque, le taux du retail park, qui est censé être dans un environnement très rural, est équivalent. Ça veut dire que vous l'achetez quasiment au même rendement que le centre commercial qui est proche des grandes villes. Donc c'est cette compression du taux qu'on va aller chercher via les retail parks et qui font partie finalement du mode de vie de ces consommateurs. Il est assimilé, le retail park a été quand même assimilé à un actif anti-Covid quelque part. Pourquoi ? Parce que finalement, même en période de confinement, les gens ont besoin d'aller consommer. Et ça veut dire qu'en termes d'usage... C'est cette consommation qui crée l'attractivité. En termes d'usage, ça veut dire que le retail park en zone rurale, en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie, en fait, en République tchèque, pardon, attire énormément de gens ? C'est ce que vous nous dites, c'est ça ? Et que ça a autant de visites finalement qu'un centre commercial en ville ? Ce qui est intéressant dans le retail park, c'est que vous avez des zones rurales dans lesquelles il n'y avait rien. Donc là, quand on voit naître, par exemple, un retail park dans lequel vous avez un Leroy Merlin, Aldi, et quelques magasins de consommation, les gens n'ont plus besoin d'aller en ville. Et bien entendu, alors, de plus en plus, ils deviennent sur du e-commerce, mais on a toujours le côté très consommateur où on veut aller acheter et sur place. Et ce qui fait que les gens vont préférer aller à 10 km, à 20 km. Donc c'est un phénomène qu'on a vu depuis quelques années, je veux dire, il y a très longtemps naître en Europe de l'Ouest, qui commence... Parce qu'il faut savoir que cette Europe centrale est assez récente, elle date de quasiment début des années 90, donc commence à fleurir. Et effectivement, ça attire des zones de chalandise assez importantes, ce qui crée une pression sur cette demande. C'est un actif qui est très demandé aujourd'hui des investisseurs. Donc logistique, retail park, et pour terminer, peut-être un mot, le bureau. Et le bureau est aujourd'hui la moitié des investissements sur cette partie de l'Europe. Vous avez donc ce bureau à Varsovie, donc ça c'est sûr que pour le sourcing c'est très bon, mais la profondeur de marché est suffisante aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a une profondeur de marché qui est de plus en plus importante, alors à plusieurs égards. Il y a une profondeur physique, j'ai envie de dire. Alors le marché immobilier reste toujours limité, on est limité par le foncier sur la planète. Néanmoins, on est à la jonction d'un marché primaire, d'un marché secondaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a encore 20 ans, il était plus intéressant d'aller acheter un terrain et d'y construire un actif immobilier que d'acheter un immeuble qui existait déjà. Aujourd'hui, le foncier se fait rare. Donc le foncier se faisant rare, on est sur un marché secondaire, c'est là où on voit arriver finalement les deuxièmes mains. Et ce marché-là, on le regarde d'un point de vue volume d'investissement. Les volumes d'investissement en Pologne ont doublé sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 8 milliards d'investissements. Et si on prenait les 3 pays que sont donc la Pologne, la République tchèque, ainsi que la Hongrie, on est quasiment à plus de 10 milliards d'investissements.
qui ont énormément augmenté depuis ces dernières années, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir la typologie des investisseurs, parce que une profondeur de marché, c'est une liquidité. Oui, elle est en train de changer, mais elle est en train de changer à plusieurs égards. Le premier, c'est l'attrait des investisseurs internationaux, donc on voit arriver les Américains, qui sont là depuis quelques années, mais qui renforcent leur positionnement, les Britanniques aussi, les Moyen-Orientaux, les Chinois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie, voire une grande majorité de l'investissement sur l'Europe centrale est aujourd'hui acté par des investisseurs locaux, nationaux, en tête les fonds tchèques, les fonds hongrois, qui, eux, lead ces investissements. Et là où, en 2008, ils ont rempli les vides, ils ont comblé le vide des institutionnels qui ont fui ces marchés parce qu'on estimait que le marché était très risqué, aujourd'hui, ils ne comblent plus un vide. Au contraire, ils sont un market player, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le jeu de la concurrence et même ils vont la gagner. Donc, ils favorisent aussi ce déséquilibre de l'offre et de la demande, parce qu'aujourd'hui, vous allez en République tchèque, il n'y a rien à acheter. Mansour, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut rappeler vraiment en 2 mots quels sont les risques et les avantages de ces investissements? Les risques, effectivement, sont principalement des risques, tout d'abord, de devises pour les pays qui n'ont pas adopté l'euro. Il en est le cas de la Pologne avec le zloty et le forint sur la Hongrie. Néanmoins, le marché immobilier est toujours basé, pricé sur l'euro, que ce soit même les loyers, ils sont versés en ce qu'on appelle le euro-denominated, c'est-à-dire que le loyer est touché en euros. Ça reste un risque, néanmoins, à prendre en considération. Il y a un risque de liquidité, parce que tous les marchés n'ont pas cette profondeur qu'on peut voir sur les volumes d'investissement. Plus il y a de demandes, comme vous le disiez, plus il va y avoir une question de l'offre aussi à un moment ou un autre, quand même. Il se pose. Il va y avoir effectivement une demande. Dans tous les cas, la demande est là et l'offre est très réduite sur ces marchés. Donc, ce qui crée cette compression du taux, c'est un risque de liquidité, c'est un risque aussi de, on va dire, on le suit tous les jours, mais il y a aussi un risque politique, fiscal, juridique. Mais ça reste dans tous les cas des pays qui gagnent en maturité énormément. C'est un risque à prendre, ou dans tous les cas à avoir dans son allocation de portefeuille immobilière. Il y a du corps plus, il y a du value add, mais il y a aussi des géographies qui peuvent coupler rendement et performance à moyen terme. Merci beaucoup, Mansour, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de MNK Partners. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Merci. Et c'est parti pour le Club Action. Le Club Action, où nous avons le plaisir de recevoir Bernard Cadot, membre du conseil consultatif de V Patrimoine. Bonjour Bernard Cadot. Bonjour. On va évoquer avec vous l'investissement dans l'immobilier résidentiel. Alors la thématique de cette interview, c'est OPPCI, quelle place pour l'immobilier résidentiel. On va se concentrer non pas sur le véhicule, mais sur le sous-jacent, à savoir l'immobilier résidentiel. Et on en parle avec vous parce que vous êtes membre du conseil consultatif de V Patrimoine. Mais vous avez une large expertise quand même dans cet investissement, puisque vous avez dirigé le groupe Orti pendant 18 années et vous êtes donc du coup expert en immobilier résidentiel. Aujourd'hui, là, Bernard Cadot, en octobre 2021, l'immobilier résidentiel est un sous-jacent qui attire toujours les investisseurs plus qu'avant. Quel est le bilan, quel est l'état des lieux qu'on peut en faire aujourd'hui? Alors, je dirais que ça attire de nouveau. De nouveau, d'accord. De manière très prononcée. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Pourquoi est-ce que je dis de nouveau? C'est qu'il y a quelques années, les investisseurs institutionnels étaient venus sur l'immobilier en général et puis le logement en particulier. D'accord. Partis après vers les bureaux et les commerces principalement. Et puis finalement, vous savez, il y a une constante, c'est que l'immobilier, c'est un actif qui est tangible, qui est résilient et qui est non délocalisable. Et dans le contexte global, financier global et mondial, ça représente beaucoup d'intérêt. Et donc maintenant, on assiste, et moi je m'en réjouis bien évidemment, on assiste à un retour, à une appétence très forte des investisseurs institutionnels privés vers le logement, parce que, et on va peut-être en parler justement, le paysage du logement en France est un paysage qui est malheureusement déséquilibré. Il n'y a pas suffisamment de logements, on n'en a pas construit assez. On n'en a pas rénové suffisamment. Et il y a une catégorie principalement... Il en manque pas toujours 40 000 par an? Non, c'est pas... Il en manque des... Alors, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il en manque autour de 800 000 pour rattraper. Okay. Et il faut en construire énormément tous les ans pour essayer de rattraper. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Ouais. Et il y a une catégorie qui est largement défavorisée. Ce sont les classes moyennes, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, c'est-à-dire l'immobilier résidentiel locatif à prix raisonnable. Et c'est vraiment ça qui est l'objectif aujourd'hui, et notamment au travers de V Patrimoine, c'est de pouvoir ramener cette classe d'actifs au milieu d'un investissement massif,
parce qu'il y a énormément de déficits Mais alors, à combler. comment on fait concrètement? Parce qu'on avait sur ce plateau, il y a quelques semaines, un représentant de la Fédération des promoteurs immobiliers qui disait les villes ne veulent pas qu'on construise. Donc de toute façon, on a beau dire tout ce qu'on veut, les villes ne veulent pas qu'on construise. Comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez vous aider à favoriser du coup l'investissement dans ces logements-là? Alors, on a des solutions pour ça, mais effectivement, c'est vrai. Et puis là, il y a une mauvaise conjonction, un mauvais alignement des planètes, parce qu'on était, en 2020, c'était le renouvellement des mandats des maires. Ouais, L'année qui précède, en général, les maires sont assez réticents à signer des permis de ils veulent se faire construire. avoir des administrés. Oui, on dit toujours, vous savez, l'adage maire bâtisseur, maire battu. Bon, donc, et pourtant, il faut bien des logements. Bien sûr. Alors, on veut bien qu'il existe des logements, mais loin de chez soi. Or, les faits sont là quand même pour le démontrer. Lorsqu'on construit des logements, c'est vertueux parce qu'on va irriguer l'économie locale, parce qu'on va permettre justement à ce que de nouvelles familles puissent s'installer sur la commune. Bref, tout ça, c'est un sens vertueux. Mais c'est encore pour certains maires quelque chose qui est un petit peu tabou, on va dire. Bon, les mentalités évoluent. On se charge aussi de faire passer ces messages-là parce que ce sont des messages positifs. On ne dit pas suffisamment que l'immobilier contribue à la bonne marche de l'économie en général, parce que ça crée des emplois, parce que ça irrigue tout ce tissu local. Bon, et il faudra bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'investissement dans les entreprises, c'est la priorité de la relance et des plans de relance actuels, mais effectivement, il y a un secteur immobilier aussi. Oui, regardez les sondages en ce moment. Alors, je ne vais pas commenter les sondages politiques sur qui va gagner ou pas gagner l'élection, c'est pas le sujet. Mais les préoccupations des Français aujourd'hui, ce qui vient en point numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Or, la première dépense contrainte des ménages, c'est la dépense de logement. Bien sûr, c'est que l'on soit locataire ou que l'on ait emprunté pour acheter, c'est la première dépense. Donc, on est vraiment au cœur du problème. Et il y a un moyen de rééquilibrer un petit peu tout ça et de revenir à ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire des loyers raisonnables pour du logement résidentiel. Eh bien, c'est de rééquilibrer l'offre et la demande. Quand il n'y a pas suffisamment d'offres sur un marché et qu'il y a beaucoup de demandes, vous le savez comme moi, il y a une tension sur les prix. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut essayer d'enrayer progressivement. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qu'il y ait une tension sur les prix quand on est investisseur en véhicules, OPCI, SCPI sur l'immobilier résidentiel? C'est jamais une bonne nouvelle si c'est un phénomène de surchauffe. D'accord. Après, c'est une bonne nouvelle dans la mesure, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est que les investisseurs institutionnels comprennent que ce côté résilient, tangible, non délocalisable de l'immobilier de logement, principalement, fait qu'on peut servir des rendements qui sont des rendements tout à fait acceptables parce qu'il y a cette demande et surtout parce qu'on va mettre à disposition de ce public des logements qu'ils peuvent payer. D'accord. Il ne s'agit pas de jouer de la spéculation et de contraindre. Vous savez, il y a des taux d'effort aujourd'hui dans le logement locatif qui dépassent 40%. Il ne s'agit pas demain de dire on va demander un taux d'effort de 40 ou 45% comme ça se voit malheureusement de temps en temps. Non, il faut rester raisonnable et comme c'est un investissement de long terme, eh bien, sans faire des performances extraordinaire à 2 chiffres ou que sais-je, on peut parfaitement rentabiliser un investissement et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les investisseurs institutionnels. Alors vous nous dites qu'on a un retour vers l'immobilier résidentiel. Effectivement, avec Laura, on a l'habitude d'entendre sur ce plateau qu'il faut aller en immobilier de logistique, en immobilier de commerce et si ce n'est pas en France, dans d'autres pays européens. L'immobilier résidentiel, il fait quand même face, quand on parle de l'ancien, pour le coup, pas du neuf mais de l'ancien, à des normes en termes de performance énergétique, de rénovation ou autre. Les propriétaires, quand ils sont propriétaires physiques d'un appartement, commencent à trouver que ça va coûter cher et que c'est pas toujours très bien organisé. Quand on est investisseur et qu'on doit prendre en compte du coup ces nouvelles normes, est-ce que ça peut jouer sur le rendement aussi? Alors, je crois qu'il y a un enjeu majeur qui est autour de la rénovation énergétique. Et on ne peut pas aujourd'hui dissocier l'investissement dans le logement et la rénovation énergétique. Donc il y a le parc existant, c'est ce que vous soulignez. Et effectivement, il faut faire des efforts. Il y a des normes qui sont parues, il y a des obligations qui vont peser sur le parc existant, avec notamment en 2023, 2025 et puis 2028 aussi des choses très précises. Bien sûr, on ne pourra plus louer les fameux DPE, on ne pourra plus louer. Bon, ça me paraît logique parce qu'il faut que tout un chacun puisse se loger dans de bonnes conditions. Bien sûr. Et puis il y a tout le volet de la construction, où là il y a également des normes, mais qui vont préserver les occupants de toute mauvaise surprise à l'avenir. Donc ça ne fait pas forcément baisser
baisser le rendement parce que lorsqu'on envisage, et c'est notre cas, lorsqu'on envisage de construire massivement, d'avoir des parcs de logements et de pouvoir les mettre à disposition dans de bonnes conditions, les bonnes conditions, c'est pas seulement le prix du loyer, c'est aussi tout un ensemble. C'est un petit peu, vous savez, on parle beaucoup des smart cities, on parle de toutes ces choses-là qui sont très importantes parce que... Mais c'est aussi quand même, Bernard, le prix du loyer, parce que là, il faut des logements résidentiels à prix raisonnable pour la classe moyenne aujourd'hui. C'est une population à laquelle il faut vraiment s'adresser. Ça peut être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut allier un investissement qui soit productif et rentable pour les investisseurs privés, tout en garantissant, parce que c'est aussi un savoir-faire, c'est une stratégie, c'est une façon nouvelle d'aborder ces choses-là, tout en garantissant un loyer raisonnable, parce que, une fois encore, il n'est pas question de surendetter les ménages. Bernard Cadot, vous avez fait 18 ans, en tout cas à la direction du groupe Orpi, vous êtes dans le secteur immobilier depuis très longtemps. On parle depuis la fin de l'année 2020, j'allais dire la fin de la pandémie, mais ce n'est pas forcément le cas, mais depuis la fin de l'année 2020, d'un exode des personnes qui vivent en centre-ville, qui cherchent plus d'espace vert, plus d'accès à l'extérieur ou autre. Et vous nous avez dit en début d'émission, on veut bien qu'il y ait des immeubles qui grimpent, mais loin de chez nous. Donc du coup, un peu plus loin des villes. Est-ce que votre point de vue d'expert de l'immobilier se dirait pas, tiens, là, il va y avoir entre guillemets, ils vont se retrouver finalement cette offre et cette demande, ou on n'est pas encore là aujourd'hui? Vous savez, Alphonse Allais, il voulait construire les villes à la campagne. Hein. Bon, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est vrai que le Covid a eu un effet très clair là-dessus, parce que ceux qui vivent dans des grandes métropoles, notamment Paris, mais pas seulement, avaient envie d'avoir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de confort. Ça a un côté vertueux parce que ça peut revitaliser certains centres-villes de villes moyennes, ça peut redonner de la vie. On parle du télétravail, on parle de toutes ces choses-là, donc ça c'est compatible. Après il y a un grand débat et notre ministre du Logement vient de faire une déclaration là-dessus sur l'étalement et lorsqu'elle évoquait les pavillons avec jardin en disant que c'est un modèle qui est terminé. Bon bref, après elle a un petit peu rectifié son propos. Il faut arriver à allier les deux. C'est pas seulement construire partout, c'est construire intelligemment. C'est la densification intelligente aussi des centres-villes, ça c'est possible. Mais il faut surtout pas sacrifier les villes moyennes et même l'habitat rural, pourquoi pas. Merci beaucoup Bernard Cadot de nous avoir partagé votre expertise sur l'immobilier résidentiel. Je rappelle que vous êtes membre du conseil consultatif de V Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et vous regardez le Club Expert, nous allons parler de forêt avec Vincent Danis, président de Savignane, de groupement forestier. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, tout va bien. Effectivement, la saison est propice pour aller se promener en forêt. En forêt, c'est vrai qu'on a envie à l'automne, quand les feuilles changent de couleur. Alors, je le disais, on va parler de groupement forestier et de son intérêt pour les investisseurs. On retrouve aujourd'hui, je crois, un engouement de l'investisseur pour l'actif tangible, notamment donc, la forêt. Il y a beaucoup d'investisseurs qui effectivement veulent donner du sens à leur épargne. On voit fleurir un peu partout des étiquettes ESG, ISR, mais on a parfois du mal à savoir ce qui se cache derrière. C'est sûr. Quand vous investissez en groupement forestier, c'est très simple, vous investissez dans des arbres et dans des forêts gérées. Et puis ça permet de revenir aussi à ce qui est l'essence même de la gestion de patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui nous vient de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Un arbre, ça va concerner plusieurs générations. Le chêne que l'on coupe aujourd'hui a été planté il y a 120 ans par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a été planté dans un monde qui ne connaissait ni l'électricité, ni les avions, ni les voitures. Et en 120 ans, il a vu passer énormément de choses qu'il n'imaginait pas. Le jeune plant de chêne que l'on plante aujourd'hui, il sera coupé au 22e siècle par quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus. Et c'est pas facile de prévoir ce que lui va connaître comme découverte dans sa vie de chêne. Certain. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut garder son investissement en groupement forestier jusqu'au 22e siècle? Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'attendre 120 ans. Nous recommandons généralement une durée de placement de 8 ans, qui correspond à un horizon fiscal. C'est une durée qui est au choix en fait, du porteur, puisque après 8 ans, il a purgé sa détention fiscale, et c'est à lui de décider s'il souhaite ou non revendre ses parts. Dans un univers de taux bas, il peut tout à fait décider de conserver des parts qui continueront à se valoriser naturellement de 1 à 2% par an, qui est la croissance naturelle des arbres, quelle que soit l'évolution des marchés financiers. Donc ça, c'est quand on pense au rendement, là c'est ça, on peut s'attendre à une performance de 1 à 2%. Ça, c'est la croissance naturelle des arbres. À cette croissance vient s'ajouter
la prise de valeur éventuelle. Oui. Il y a quelques semaines, venait sur ce plateau Arnaud Filleul de France Valais, qui expliquait que la Chine avait instauré un moratoire de 50 ans sur l'exploitation de ses forêts. Et ce moratoire, ça signifie deux choses. D'abord que les Chinois estiment que dans 50 ans, le bois vaudra beaucoup plus cher, et aussi qu'il est actuellement possible d'aller acheter le bois des forêts européennes pour un prix tout à fait acceptable et supportable. Donc on devrait continuer à avoir une hausse du prix de l'hectare de forêt, hausse qui a déjà été de 3 à 5% au cours des années passées. Et puis en complément de ce revenu et de cette revalorisation éventuelle, il y a les avantages fiscaux. À l'impôt sur le revenu, c'est 18% pour un GFF et 25% pour un GFI. Et alors on va peut-être justement faire un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un GFF et qu'est-ce que c'est qu'un GFI quand on veut investir en forêt du coup? Alors, un GFF, c'est un groupement foncier forestier. C'est l'ancienne forme du GFF qui ne faisait pas appel public à l'épargne, qui était réservé à un nombre limité d'épargnants. Avantage, c'est que les patrimoines sont déjà constitués, on connaît toutes les forêts, il y a généralement une décote. La difficulté, c'est d'en trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parts disponibles. Le GFI, c'est la nouvelle forme de groupement forestier, qui, elle, fait appel public à l'épargne, mais sur des patrimoines qui vont être constitués à partir de maintenant par les sociétés. Donc, frais d'acquisition à payer, pas de décote. Par contre, même si on doit faire tout à fait confiance au gérant sur sa capacité à sélectionner de bonnes forêts, on a la chance d'avoir des intervenants de très bonne qualité, avec France Valais déjà nommé, mais aussi Fiducial Gérance par exemple. D'accord. Alors là, donc, on devient propriétaire d'une forêt ou d'une partie de forêt. On peut se balader dans sa forêt on devient propriétaire de plusieurs forêts que l'on peut parfaitement identifier et on peut avoir le plaisir d'aller... Parce que dans le groupement forestier, il y a plusieurs forêts. Il y a plusieurs forêts avec plusieurs endroits. Si vous êtes en Île-de-France, on peut par exemple se promener en Seine-et-Marne ou dans l'Oise dans des forêts privées et gérées. Et quand on se promène dans ces forêts, alors nous, on avait fait une visite tout à fait particulière puisqu'on était allé rencontrer un expert forestier pour qu'il nous explique son travail. Donc il nous avait expliqué ça, c'était absolument passionnant, il y a un savoir-faire extraordinaire. Et en plus, nous avions eu la visite surprise d'un des occupants de la forêt. Que l'on voit à l'image. Sa famille ne devait pas être très loin. Généralement, quand vous faites un placement immobilier classique, vous n'avez pas tellement envie de photographier votre locataire. Là, on n'a pas pu résister. Là, effectivement, on peut le faire. Très rapidement, Vincent Danis, il y a des risques à ce type d'investissement. On imagine que les aléas météorologiques sont à prendre en compte. Il y a des risques sur tout type d'investissement. Et concernant les forêts, alors effectivement, il y a le risque de tempête et d'incendie, mais qui sont des risques assurables. Il y a un risque de liquidité pour les anciens GFF, c'est-à-dire que le porteur de part fait le pari que lorsqu'il voudra souscrire, il y a quelqu'un qui voudra racheter. D'accord. Et puis il y a un risque contre lequel on ne peut pas vraiment s'assurer, qui est le risque phytosanitaire. Les maladies. Les arbres n'existent plus dans les forêts françaises aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, des résineux dans des forêts qui ont été plantées trop denses sont attaqués. Donc ça, c'est le risque. Et effectivement, la seule réponse par rapport à ça, ça va être la diversification des massifs et des implantations. Et pour les incendies, une autre manière de répondre aussi, c'est de ne pas acheter des forêts qui soient trop au sud, parce que fort malheureusement, les incendies, c'est souvent dans le sud. Oui. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas acheter sa forêt en direct, mais passer par des professionnels, pour le coup, de la gestion forestière. Merci beaucoup, Vincent Danis, de nous avoir expliqué comment investir dans les forêts. Je rappelle que vous êtes le président de Savignane. Merci également, Laura, d'avoir été avec nous pour cette deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 13h dans Smart Patrimoine pour une heure encore d'explications et de pédagogie sur la gestion de votre patrimoine. À demain. À demain.